Bonjour, voici le cours sur l'osmorégulation et l'excrétion chez l'homme. Tout d'abord, voici une introduction présentant les définitions de l'excrétion et de l'osmorégulation. Nous allons également présenter les fonctions de l'urine en nous focalisant sur l'homme et puis plus généralement sur les mammifères. Le rein participe à l'osmorégulation du sang et des liquides intracellulaires. Alors, qu'est-ce que l'osmorégulation? C'est la régulation de l'osmolarité des liquides extracellulaires et des liquides intracellulaires qui est maintenue à une valeur constante, donc c'est l'homéostasie, à environ 290 milliosmoles par litre. Donc nous avons déjà défini ce qu'est l'osmolarité lors du premier chapitre de physiologie animale sur le milieu antérieur, donc je vous renvoie à ce chapitre et je vous rappelle que ça représente donc l'ensemble des particules qui sont dissoutes en solution dans un milieu qui vont contrôler les mouvements d'osmose, puisque l'eau se déplacera du milieu où l'osmolarité est la plus faible vers le milieu où l'osmolarité est la plus forte. Donc réguler l'osmolarité, c'est très important pour garantir finalement un équilibre des flux d'eau entre les liquides extracellulaires et les liquides intracellulaires à l'intérieur de l'organisme. Donc maintenir l'osmolarité à une valeur de consigne de 290 milliosmoles par litre nécessite non seulement de réguler les apports et les sorties d'osmol, c'est-à-dire les ions, les molécules organiques comme les protéines, le glucose qui sont dissous dans le sang et dans le liquide intracellulaire, mais ça nécessite également de maintenir le volume d'eau constant. Donc c'est ce qu'on appelle la volémie. Donc la volémie, c'est le volume d'eau qui circule à l'intérieur du sang ou à l'intérieur de la lymphe interstitielle. On parle également d'excrétion pour parler du processus par lequel les animaux éliminent différents composés qui sont situés dans le sang ou dans le liquide interstitiel. Donc, si on prend un schéma général du fonctionnement d'un organisme animal, donc hétérotrophe, l'apport se fait par de nourriture, donc se fait par l'alimentation. Les aliments vont servir à produire des molécules organiques et de l'énergie grâce au métabolisme, mais une partie des composés ne vont pas être utilisés directement ou ne sont pas utilisables. Par exemple, il y a certaines substances qui sont inertes pour le fonctionnement de l'organisme. Et donc ces composés non utilisés ou non utilisables peuvent soit être stockés, soit au contraire être éliminés par l'organisme, et c'est ce qu'on appelle l'excrétion. Alors l'excrétion, ça concerne le CO2 par exemple pour les poumons. Ça concerne l'H2O, la vapeur d'eau, aussi au niveau des poumons. Et ça concerne également l'eau, qui peut être éliminée si elle est en excès, et les ions, qui peuvent être également éliminés, ou certaines molécules organiques, qui peuvent être éliminées si elles sont en excès, et qu'elles dépassent en fait leur concentration de consigne à l'intérieur du milieu intérieur. Donc finalement, vous voyez que l'excrétion, elle est intimement liée à l'osmorégulation, puisque l'excrétion des ions et de l'eau en excès vont permettre d'assurer la régulation et le maintien de l'osmolarité à une valeur constante d'environ 290 milliosmoles par litre, aussi bien à l'intérieur des liquides extracellulaires que du liquide intracellulaire. Quelles sont donc les fonctions du rein suite au rappel de ces définitions ? Le rein va donc participer à la formation de l'urine, et cette formation de l'urine va permettre l'osmorégulation en éliminant l'eau et les ions qui sont en excès. Le rein peut notamment éliminer des ions, notamment les ions H+, et hydrogénocarbonate, qui sont des acides et des bases, et donc cela va participer également au maintien du pH relativement neutre du sang, donc à l'équilibre acido-basique du milieu extracellulaire. Certaines substances étrangères vont également être sécrétées dans l'urine pour être éliminées à partir du sang, notamment des médicaments et des drogues. Et donc le rein participe à l'extraction de substances étrangères, par exemple également des polluants. Certaines substances comme l'urée sont également éliminées par l'urine. L'urée, c'est un déchet organique qui provient de la dégradation des protéines qui est riche en azote. Et donc on parle d'excrétion azotée pour parler de ce processus d'élimination des déchets des protéines. Et donc le rein peut également participer à l'élimination d'autres déchets, notamment par exemple des colorants. Les colorants de la betterave par exemple se retrouvent dans l'urine après un repas riche en betterave. Donc, le rein régule la composition du sang, et ceci se répercute sur la composition des autres liquides extracellulaires, notamment la lymphe qui est en circuit avec le sang, mais cela se répercute également sur les liquides intracellulaires, puisqu'il y a des échanges d'eau et d'ions en permanence entre la cellule et son milieu extracellulaire.
Alors avant de partir sur la structure du rein et l'organisation histologique, notamment en néphron, je voudrais revenir sur le bilan des échanges d'eau et d'ions chez l'homme et la place en fait de l'élimination rénale dans ces bilans d'échanges d'eau et d'ions. Donc nous allons d'abord voir quelles sont les sources d'entrée et de sortie d'eau et comment elles sont régulées par le rein. Et enfin nous verrons quelles sont les sources d'entrée et de sortie des ions et leur régulation notamment par le rein. Voici un petit bilan des entrées et des sorties d'eau quotidiennes chez un homme adulte. Donc le bilan doit normalement être équilibré pour que le volume d'eau soit maintenu constant. Donc si l'on regarde, les apports d'eau se font par l'eau de boisson. Donc on estime sur les 2,5 litres d'eau qui rentrent par jour, 1,2 litre proviennent de l'eau de boisson, des différentes boissons. Ensuite, il y a de l'eau qui est présente dans les aliments. Bon, ça dépend du type d'aliment, mais par exemple dans les concombres, on a de l'eau. Donc on estime qu'on boit à peu près 1 litre d'eau en mangeant. Et ensuite, une partie de l'eau provient de l'eau métabolique. L'eau métabolique, c'est de l'eau qui se forme lors de la respiration cellulaire. Donc l'équation de la respiration cellulaire, bilan, c'est que par exemple du glucose plus de l'oxygène forme un déchet, le CO2, et de l'eau. Et cette eau, elle peut partir sous forme de vapeur, mais elle peut aussi rester sous forme de liquide et constituer de l'eau qui sert de solvant pour le sang, la lymphe interstitielle et les liquides intracellulaires. Alors cette eau métabolique, pour nous, ça représente une faible part, ça représente que 0,35 litres sur ces 2,5 litres, mais il faut savoir que certains animaux du désert, par exemple, qui ne peuvent pas boire d'eau puisqu'il y a une sécheresse, utilisent essentiellement l'eau métabolique comme entrée d'eau, et certains, en fait, n'ont presque pas besoin de boire, et uniquement trouvent l'eau par cette eau métabolique et l'alimentation, notamment les rats kangourous. Alors, l'eau rentre, mais l'eau sort également. Donc il y a plusieurs types de sorties d'eau. Donc déjà, nous allons transpirer, donc ça c'est la sudation, mais ça représente une faible part en fait de la perte d'eau. On estime qu'on perd à peu près 0,05 litres d'eau par jour. Ensuite, il y a une perte d'eau finalement majoritaire par l'urine, puisqu'il va falloir éliminer des déchets, et cette élimination des déchets ne peut se faire que dans une solution d'eau. On n'élimine pas des déchets à sec, contrairement par exemple aux oiseaux avec le guano. Donc on perd nécessairement de l'eau pour éliminer ces déchets. On a une perte également d'eau par évaporation au niveau des poumons et par la peau. Lorsque vous allez rejeter de l'air chaud, en fait c'est de l'air qui est chargé en vapeur d'eau, donc on a une perte d'eau à ce niveau-là. Ça représente près d'1 litre par jour perdu par la peau et les poumons. Et puis on va également avoir des sécrétions dans le tube digestif, des sécrétions d'enzymes qui sont diluées dans l'eau et qui vont partir avec les selles. Donc tout ça induit donc une perte d'eau qu'on estime d'environ 2,55 litres. Donc finalement il y a autant d'eau qui rentre que d'eau qui sort. Mais finalement il y a des sorties d'eau qu'on ne peut pas réguler. Par exemple, la sudation, l'évaporation au niveau de la peau et des poumons et les sécrétions du tube digestif ne sont pas régulables. Donc la variable d'ajustement, ça va être le volume qui va être éliminé par le rein. Et donc ça on peut le constater, que plus on boit, plus on va éliminer d'urine. Donc la variable d'ajustement, c'est le volume d'urine qui va être éliminé par le rein. Les autres sorties d'eau ne sont pas régulables. Donc le rein va permettre en permanence d'ajuster les entrées et les sorties d'eau. Lorsque les entrées sont à 2,5 litres, les sorties s'ajusteront pour que il y ait autant d'eau qui soit éliminée, c'est-à-dire 2,5 litres d'eau qui soit éliminée. Et si vous consommez davantage d'eau minérale par jour, par exemple, vous allez avoir une élimination d'urine qui va être plus importante. Donc on peut le constater ici. On peut mesurer en fait la pression osmotique, c'est-à-dire l'osmolarité qui règne à l'intérieur du sang de la personne qui consomme. Et donc on voit que quand on consomme de l'eau, comme on apporte plus de solvant, les osmoles vont être davantage diluées et donc ceci va diminuer l'osmolarité du plasma. Alors c'est une faible diminution, ça passe de 300 à 294 milliosmoles. Mais cette diminution de l'osmolarité va être détecté. Et donc la diurèse, c'est-à-dire le débit urinaire, le volume de sang qui va être éliminé par minute, va augmenter pour éliminer l'eau davantage au niveau du rein et ajuster donc les sorties par rapport aux entrées d'eau. Et donc vous voyez que rapidement, dès 1 heure, le débit urinaire augmente suite à la diminution de l'osmolarité
ou pression osmotique du milieu extracellulaire. Inversement, lors d'une hémorragie par exemple, votre volume sanguin diminue et on peut constater que suite à l'hémorragie, la diurèse diminue également, c'est-à-dire le volume d'urine formé par minute diminue également sur un temps relativement rapide dès les premières minutes d'hémorragie. Donc ces deux exemples montrent qu'il existe des mécanismes homéostatiques qui assurent le maintien d'une balance hydrique, c'est-à-dire que les sorties d'eau s'ajustent à l'entrée d'eau. Donc il y a des régulations qui sont réflexes, notamment les régulations qui affectent le rein et le débit urinaire que nous ne contrôlons pas, qui se font automatiquement. Mais il y a également, il faut y penser, une régulation comportementale. Et lorsque vous n'avez pas bu depuis un moment et que donc vos entrées d'eau ne sont pas suffisantes, le cerveau va envoyer un message de sensation de soif qui va vous obliger à consommer de l'eau pour rétablir une entrée d'eau suffisante et maintenir la balance hydrique. Alors, pour les entrées et sorties de solutés, nous n'irons pas autant dans le détail, mais il faut bien comprendre que donc les solutés, c'est-à-dire les ions ou les molécules organiques, sont apportés par l'alimentation et des additifs comme le sel, par la consommation de boissons qui contiennent des ions ou des molécules organiques, ou de l'eau minérale qui contient des ions, et que cette entrée de solutés doit être identique à la sortie des solutés, par l'élimination par le tube digestif, par la sudation ou par l'urine, puisque on trouve des ions dans l'urine. Et donc pour chaque soluté, c'est-à-dire qu'il faut raisonner molécule par molécule, les entrées doivent être identiques aux sorties pour que chaque concentration en ions dans le sang, par exemple, soit maintenue constante. Donc on parle de la natriémie pour le maintien de la concentration constante en Na+. Donc pour le maintien de la natriémie, il faut qu'il y ait autant d'ions Na+, qui soient apportés par l'alimentation ou la boisson, que d'ions Na+, qui soient éliminés par le tube digestif, la sudation ou l'urine. Donc pour assurer cette balance ionique pour chaque ion, il y a des régulations, pareil, qui vont être des régulations réflexes. Si vous mangez beaucoup de sel va être éliminé dans vos urines. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas, qui va être une régulation au niveau du rein, par exemple. Et puis, il va également y avoir une régulation comportementale. Notamment, il est conseillé de manger du sel de table si vous perdez beaucoup d'eau par sudation lorsque vous faites un exercice physique. Mais l'on voit donc à travers l'exemple de la régulation de la balance hydrique et de la balance ionique que le rein est essentiel dans la régulation réflexe de la concentration en ions et de la volémie du sang. Donc c'est ce que nous allons plus particulièrement étudier, nous ne parlerons pas des régulations comportementales. Dans cette deuxième partie du diaporama, nous allons étudier la structure de l'appareil urinaire et plus précisément celle du rein et des néphrons qui composent le rein à l'échelle microscopique. Je vous renvoie à votre TP6 d'anatomie et d'histologie du rein sur la thématique. L'appareil urinaire des mammifères et de l'homme est formé de 2 reins qui filtrent le sang. Pour cela, ils doivent être irrigués par des artères rénales qui apportent du sang non filtré. Le sang est filtré par les 2 reins qui élaborent l'urine. Le sang filtré ressort par la veine rénale qui se jettera dans la veine cave et l'urine est éliminée du rein par un conduit que l'on appelle l'urétère. Alors l'urétère, c'est un conduit, il y en a 2 en fait de chaque côté, un qui part du rein droit et l'autre qui part du rein gauche, qui arrive dans la vessie où l'urine va être stockée avant son élimination lors de la miction par un dernier conduit qui s'appelle l'urètre, qui est donc indépendant des voies génitales chez la femme et qui est dans le pénis chez le mâle. Pour bien comprendre ce qui se passe lors de la filtration du sang par le rein, donc si on prend en compte le sang qui arrive dans l'artère rénale, il est formé de cellules, d'eau, de sucre, d'ions, d'urée, de créatinine. Le sang passe dans le rein. Une partie du volume de sang va être transformée en urine primitive qui formera ensuite l'urine définitive. Donc on estime que sur le volume total de sang qui arrive par l'artère rénale, environ 10% est transformé en urine primitive. Donc cette urine primitive va contenir de l'eau,
les déchets, l'urée, la créatinine qui est un déchet des muscles, des ions qui sont en excès, des médicaments, et le sang qui est épuré ressort par la veine rénale qui contient toujours des cellules, de l'eau, des sucres, des ions qui sont cette fois-ci moins concentrés. L'étude du rein peut se faire à 2 niveaux. D'abord au niveau macroscopique. En TP, nous avons fait une coupe longitudinale du rein où nous avons pu observer que le rein était formé de 2 parties. Le cortex qui est périphérique et la médulla qui est au centre. De manière assez simple, le cortex est la zone où l'urine est élaborée par filtration du sang, alors que la médulla est la zone où l'urine va être acheminée vers l'urétère. Si l'on regarde maintenant à l'échelle microscopique, on peut constater que le cortex contient des millions de petites structures que l'on appelle les néphrons, qui sont des petits tubes renflés à leur extrémité qui vont assurer la filtration du sang pour élaborer l'urine. Alors ces néphrons fonctionnent en parallèle et finalement étudier un seul néphron et cumuler le fonctionnement des différents néphrons revient à étudier le fonctionnement du rein. Donc par la suite, on se focalisera sur ces petits néphrons que nous allons étudier davantage. La médulla, quant à elle, contient les tubes collecteurs. Donc les tubes collecteurs recueillent l'urine qui a été élaborée par les différents néphrons. Donc plusieurs néphrons se jettent dans un tube collecteur. Et donc ce tube collecteur achemine l'urine vers l'urétère. Donc avant l'urétère, il y a un bassinet, que vous voyez sur la photo du haut, qui vient récolter un peu comme un entonnoir tout le contenu des tubes collecteurs et qui va faire converger l'ensemble du contenu des tubes collecteurs dans l'urétère. Alors dans la médulla, on trouve également une partie des néphrons qui s'appelle les anses Venn qui descendent en fait dans la médulla avant de remonter vers le cortex. Alors, que sont les néphrons ? Donc, vous avez une photo ici où les néphrons sont colorés en jaune. Donc, on peut voir qu'ils sont formés de petits tubes avec une extrémité qui est renflée. Et la vascularisation est représentée en rouge. Et vous pouvez voir que ces néphrons établissent des contacts privilégiés avec des réseaux de capillaires sanguins, qu'on appelle les glomérules. Alors on a fait une coupe ici à droite, vous avez une coupe transversale de cortex rénal et vous pouvez voir qu'en fait le rein, c'est un réseau de tubes qui sont enchevêtrés, qui sont marqués en numéro 2 sur la photo. Et au milieu de ces différents tubes qui sont coupés transversalement ou en long, on peut trouver des petites pelotes qui sont des pelotes de capillaires qu'on appelle les capillaires glomérulaires. Donc pour résumer, le cortex, il est formé d'un enchevêtrement de tubes et de boules. Et l'ensemble en fait formé par ces tubes et ces boules, c'est ce qu'on appelle les néphrons rénaux. Donc les boules en fait c'est l'extrémité renflée des tubes qui est associée avec une pelote de capillaires, les capillaires glomérulaires. Donc si on met bout à bout tous les tubules qui constituent ces néphrons, sachant qu'il y en a 1 million à peu près dans un rein chez l'homme, on estime que ça représente à peu près 80 km de tubes qui sont finalement compactés, enchevêtrés au sein de votre rein et qui vont assurer donc la filtration du sang pour élaborer l'urine et le remaniement de cette urine pour élaborer l'urine définitive qui sera éliminée. Donc les tubes, c'est ce qu'on appelle les tubules rénaux. Donc les tubules rénaux, ils sont bordés par un épithélium simple, vous pouvez le voir ici sur la coupe, il y a une seule couche de cellules, donc l'urine va circuler à l'intérieur du tube, et au cours de son trajet à l'intérieur du tube, elle va être remaniée, c'est-à-dire que des molécules, par exemple d'ions, vont être réabsorbées pour être renvoyées dans le sang, pour limiter leur excrétion urinaire. Donc les boules, ce sont ce qu'on appelle les corpuscules de Malpighi, du nom de celui qui les a découverts. Et donc les corpuscules de Malpighi sont formés du renflement du tubule à l'extrémité qui s'associe en fait avec un peloton de capillaires. Je vais pas aller plus dans le détail à partir de ces photos et on va étudier un schéma pour remettre toutes les idées bien au clair. Voici donc un premier schéma qui représente la structure générale d'un néphron. Donc un néphron, en fait, c'est 2 parties. Le tubule, associé au capillaire qu'on va appeler péritubulaire, et le corpuscule qui correspond à la partie renflée du tube associée au peloton de capillaires glomérulaires. Voici une autre représentation plus schématique mais plus complète que je vous demande de bien comprendre et de bien retenir. Le néphron est formé donc d'un corpuscule de Malpighi
qui est formé donc d'un glomérule. Donc le glomérule, c'est le peloton de capillaires, qu'on va appeler les capillaires glomérulaires. Et l'autre partie du corpuscule, c'est la partie renflée du tubule. Et cette partie du renflé du tubule, c'est ce qu'on appelle la capsule de Bowman. Donc la capsule de Bowman, elle va venir entourer les capillaires glomérulaires et récupérer en fait le sang qui va sortir de ces capillaires glomérulaires. Et quand le sang va sortir des capillaires glomérulaires, ça va former l'urine. Donc la capsule de Bowman, c'est ce qui recueille l'urine qui provient donc de la filtration du sang. Donc la filtration, elle va se passer au niveau de ce corpuscule. Ensuite, donc le néphron est formé du tubule rénal. Le tubule rénal, c'est un conduit qui va acheminer l'urine jusqu'au tube collecteur et au cours de son trajet, l'urine va être remaniée par des échanges qui vont se réaliser entre l'urine et le sang. C'est-à-dire le sang va récupérer des composés de l'urine ou sécréter par exemple des médicaments qui n'ont pas réussi à passer initialement dans la capsule de Bowman. Donc ça c'est ce qu'on appelle la formation de l'urine définitive. Donc pour résumer, un néphron c'est corpuscule plus tubule et le corpuscule c'est capsule plus glomérule. Donc attention, souvent avec les mots en hul, il y a des confusions, donc il faut que ce soit bien clair dans votre esprit. Voici le schéma complété avec un aspect fonctionnel. Donc l'étape numéro 1 se produit au niveau du corpuscule. C'est la formation de l'urine primitive, c'est-à-dire la filtration du sang. Le sang est localisé à l'intérieur des capillaires glomérulaires et sort, donc il traverse la paroi des capillaires et traverse la paroi de la capsule pour rentrer à l'intérieur de la capsule de Bowman. L'urine qui est formée est appelée l'urine primitive, c'est-à-dire c'est l'urine primaire qui est formée par filtration simple du sang à travers la passoire qui est formée par la paroi des capillaires et la paroi de la capsule. Cette urine primitive va être prise en charge par le tubule qui est localisé près des capillaires péritubulaires et au cours de son déplacement dans le tubule, l'urine va être remaniée, c'est l'étape numéro 2. Donc par des échanges entre l'urine primitive qui se transforme peu à peu et le sang qui est localisé dans les capillaires péritubulaires. Et cette urine primitive se transforme peu à peu au cours du trajet pour former l'urine définitive qui est rejetée dans le canal collecteur, qui sera ensuite acheminée vers la vessie. Donc il y a 3 étapes: filtration pour former l'urine primitive, remaniement dans le tumule pour former l'urine définitive, puis élimination de l'urine définitive. Alors ce qui est un peu difficile à comprendre, c'est pourquoi il y a besoin de remanier l'urine. En fait, il faut vraiment voir le rein comme au niveau de corpuscule comme une passoire qui n'est pas très sélective. Et en fait, il y a beaucoup d'éléments du sang qui vont passer à travers la paroi des capillaires et la paroi de la capsule et qui se retrouvent dans l'urine primitive. Donc si on avait uniquement ce fonctionnement avec juste de la filtration, comme la passoire, elle a des gros trous, et beaucoup d'ions et beaucoup d'eau, beaucoup de molécules organiques seraient perdues au niveau de la vessie. Et donc finalement, le corps s'appauvrirait trop en eau, en ions et en molécules organiques. Donc finalement, le remaniement de l'urine est nécessaire pour contrer cette filtration excessive. C'est-à-dire il y a trop de molécules qui passent et donc il faut absolument récupérer ces molécules avant leur élimination définitive vers la vessie. Donc si l'on va un petit peu plus dans le détail, le tubule, lui, il est organisé en différentes parties. Le tube contourné proximal qui récupère l'urine primitive juste à la sortie de la capsule de Bowman. Ensuite, il y a la anse de Henle, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui descend dans la médula, donc au niveau des pyramides de Malpighi qui forment la médula. La anse de Henle est formée d'une partie descendante et d'une partie ascendante qui remonte vers le cortex. Et ensuite, la dernière partie du tube c'est le tube contourné distal qui se jette dans le canal collecteur. Et donc les différentes parties du tubule vont avoir différentes fonctions dans le remaniement de l'urine, donc nous aurons besoin de cette distinction par la suite. Donc toute cette partie du tubule est en contact avec des capillaires que l'on appelle les capillaires péritubulaires ou vasa recta, mais on n'ira pas plus dans le détail. Et c'est important puisque ça va permettre les échanges entre l'urine primitive et le sang, et ainsi ça va assurer le remaniement de l'urine.
Voici donc la troisième partie sur le fonctionnement du néphron. Et dans une première sous-partie, nous allons étudier les principes généraux de fonctionnement des néphrons, les unités microscopiques du rein. Pour étudier le fonctionnement des néphrons, l'expérience qui est réalisée est une expérience de microponction. C'est-à-dire que l'on va utiliser des petites seringues pour aspirer le liquide au niveau de différentes parties du néphron. Donc d'abord on va aspirer, on va faire une microponction avec des seringues microscopiques au niveau du sang, donc en prélevant du sang au niveau des capillaires glomérulaires qui sont dans le corpuscule rénal. Donc ça, ce sera la composition du sang qui est notée en A. Ensuite, on prélève de l'urine primitive. L'urine primitive, c'est l'urine qui est formée par filtration du sang à travers la paroi des capillaires sanguins et de la capsule de Bowman. Donc l'urine primitive, elle est prélevée dans la capsule de Bowman et la localisation est représentée en B. Et ensuite, on peut faire une microponction d'urine définitive, c'est-à-dire l'urine qui a été formée après remaniement de l'urine primitive par échange de molécules avec le sang. Et donc là, on va prélever cela dans le canal collecteur ou le tube collecteur qui recueille en fait l'urine définitive formée par plusieurs néphrons. Donc maintenant, nous allons étudier un tableau qui est issu notamment des épreuves des anciens bacs SMS. Et c'est vraiment un tableau qu'on reverra également en TP et qu'il faut vraiment bien comprendre et maîtriser. Voici donc ce tableau qui représente la composition de l'urine primitive, de l'urine définitive et du plasma. Donc qui compare notamment les concentrations en ion sodium, en ion ammonium, en glucides, en protéines et en urée entre les trois milieux. Alors, non seulement la concentration de chacun de ces composés est représentée et indiquée, mais également la quantité. Donc la concentration, je vous rappelle que c'est une quantité par unité de volume. Et comme le volume de ces différents milieux, c'est-à-dire le plasma, l'urine primitive et l'urine définitive est différent, du coup, pour essayer de mieux comparer, on va calculer uniquement les quantités de ces molécules qui sont présentes. On verra un petit peu plus ça dans le détail. Donc les trois premières colonnes, c'est la concentration de chaque composant dans les trois milieux qui ont été ponctionnés en A, B, C. Et dans les deux dernières colonnes, vous avez les quantités d'ion sodium, d'ion ammonium, de protéines, de glucides et d'urée qui sont présents, qui ont été filtrés par 24 heures dans l'urine primitive et l'urine définitive. Donc d'abord, on va s'intéresser aux concentrations. La première question, c'est comparer la concentration des protéines dans les trois zones de prélèvement. Que pouvez-vous en conclure? Donc je vous laisse regarder le tableau et mettre le diaporama sur pause. Et donc vous pouvez constater que les protéines sont présentes dans le plasma, mais sont absentes de l'urine primitive et de l'urine définitive. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles restent bloquées dans le sang et qu'elles ne sont pas capables de passer à travers la paroi des capillaires et à travers la paroi de la capsule pour rentrer dans la capsule de Bowman. Donc autrement dit, la capsule de Bowman et la paroi des capillaires vont exercer une barrière de filtration, ce qui fait que les protéines vont rester, pour la plupart, des petites protéines vont arriver à passer, mais ce n'est pas montré dans ce tableau. Donc la plupart des protéines vont rester dans le sang et ne passeront pas dans l'urine. Donc ça, ce phénomène de filtration sélective de certaines molécules, c'est ce qu'on appelle la filtration glomérulaire. Par contre, maintenant, comparez les concentrations en ion sodium et en glucose dans le plasma et dans l'urine primitive. Vous pouvez constater que les concentrations sont identiques. Cela veut dire que l'ion sodium et le glucose arrivent à passer librement, sans aucune filtration, à travers la paroi des capillaires et la paroi de la capsule pour rentrer dans la capsule et former donc l'urine primitive. Donc le filtre, qui est formé par la paroi des capillaires et la paroi de la capsule, bloque certaines molécules comme les protéines, mais par contre l'ion sodium et le glucose, qui sont des petites molécules, arrivent à passer facilement. Donc c'est bien un filtre qui est sélectif, qui laisse passer certaines molécules, mais pas d'autres. Alors, nous arrivons à une notion un petit peu plus compliquée.
Ici, nous allons étudier maintenant les quantités de Na+ et de glucose qui sont filtrées par 24 heures dans l'urine primitive et dans l'urine définitive. Donc cette quantité, elle s'exprime en mol par 24 heures ou en millimol par 24 heures. Donc ça permet de s'affranchir du fait que le volume d'urine primitive est différent de celui du volume d'urine définitive. Donc en gros, on regarde le nombre de molécules qui sont présentes dans l'urine primitive et le nombre de molécules qui sont présentes dans l'urine définitive. Et qu'est-ce que vous pouvez constater? Donc par exemple, l'ion sodium, il y avait 25 560 millimoles présents dans l'urine primitive en 24 heures, alors qu'il n'y en a plus que 242,5 présents dans l'urine définitive. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du Na+ a disparu au cours de son trajet dans le tubule, qui a transformé l'urine primitive en urine définitive. Pareil pour le glucose, vous pouvez constater qu'il est en quantité de 900 millimoles par 24 heures dans le cas de l'urine primitive, et par contre il est absent de l'urine définitive. Donc ça veut dire que ces molécules d'ion Na+ et de glucose ont été réabsorbées. Donc au fur et à mesure que l'urine primitive circule dans le tubule, des ions Na+ et du glucose retournent dans le sang au niveau des capillaires péritubulaires. Donc ça veut dire qu'ils traversent la paroi du tube, traversent la paroi des capillaires pour retourner dans le sang. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la réabsorption tubulaire. Donc vous pouvez noter la conclusion. Donc vous voyez que le Na+ et le glucose sont en moins grande quantité dans l'urine définitive que dans l'urine primitive. Donc cela signifie que le néphron réabsorbe le Na+ partiellement et totalement le glucose. Donc ça c'est valable pour d'autres molécules. Vous pouvez par exemple voir que l'urée est en partie réabsorbée. Et donc ces molécules retournent dans le sang des capillaires péritubulaires, ce qui permet de limiter leur excrétion dans l'urine définitive. Donc la réabsorption tubulaire, c'est le passage des molécules de la lumière du tubule vers les sangs péritubulaires. Alors maintenant, nous allons nous intéresser aux concentrations de ces molécules, notamment l'ion sodium et l'urée, comparativement aux quantités. Donc nous avons vu que par exemple l'ion sodium, il est présent en moins grande quantité dans l'urine définitive que dans l'urine primitive. Donc il s'est appauvri au cours de son trajet dans le tubule. Par contre, si l'on regarde la concentration, on voit que l'ion sodium est plus concentré dans l'urine définitive que dans l'urine primitive. Donc c'est bizarre parce qu'il était en moins grande quantité. Mais la concentration, je vous rappelle que c'est une quantité par unité de volume. Donc comment expliquer que la concentration soit plus élevée alors que la quantité de la molécule d'ion sodium est plus faible? Eh bien c'est que le volume d'urine définitive formé est beaucoup plus faible. Donc finalement les molécules qui restent, même si elles sont moins nombreuses, vont être concentrées dans un plus petit volume et donc la concentration dans l'urine définitive va être plus importante. Donc, nous avons vu que les quantités de Na+ ou d'urée dans l'urine définitive sont inférieures à celles qui sont présentes dans l'urine définitive, mais vous voyez que la concentration en Na+ et la concentration en urée est pourtant plus importante dans l'urine définitive que dans l'urine primitive. Et le seul moyen pour expliquer ça, c'est que il y a eu une concentration de l'urine, c'est-à-dire que de l'eau a été retirée à l'urine primitive pour la transformer en urine définitive, ce qui fait que les molécules qui restent présentes dans l'urine définitive sont dissoutes dans un plus petit volume, donc on augmente la concentration. Donc pour conclure, les molécules de sodium, de glucose et d'urée sont réabsorbées, mais également des molécules d'eau, c'est-à-dire des molécules de solvant. Et finalement, votre urine primitive a un grand volume, et au fur et à mesure de son trajet dans le tubule, il y a une réabsorption du solvant, donc de l'eau, ce qui fait que le volume de l'urine diminue, le volume d'urine définitive est plus faible, et donc les molécules qui sont encore présentes dans l'urine définitive sont plus concentrées. Alors maintenant, étudions les ions ammonium qui n'ont pas été étudiés depuis le début. Donc vous pouvez simplement regarder les quantités qui sont présentes dans l'urine définitive et dans l'urine primitive. Et vous pouvez voir qu'ils sont présents en plus grande quantité dans l'urine définitive que dans l'urine primitive. Donc il y a des ions ammonium qui sont apparus au cours du trajet dans le tubule. Donc ils ne sont pas apparus par magie, en fait ils ont été sécrétés à partir du sang des capillaires péritubulaires. C'est-à-dire que les ions ammonium qui étaient présents dans le sang des capillaires péritubulaires ont traversé la paroi du tubule pour rentrer dans le tubule, puisque l'ion ammonium c'est un déchet notamment de l'élimination des protéines comme l'urée. Alors pour résumer, nous pouvons voir que donc les quantités de
NH3+, sont plus importantes dans l'urine définitive que dans l'urine primitive. Donc cela signifie que le NH4+, donc l'ammonium, les ions ammonium, sont sécrétés. Donc activement, c'est des processus qui nécessitent de l'énergie. Par le tubule rénal, ils vont être donc prélevés dans le sang des capillaires péritubulaires pour être amenés à l'intérieur du tubule, dans la lumière du tubule, et être éliminés davantage au niveau de l'urine définitive qui sera éliminée vers la vessie. Donc voici un schéma bilan sur le fonctionnement des néphrons. Donc je vous rappelle que finalement étudier le fonctionnement du néphron revient à étudier le fonctionnement du rein, puisque plusieurs néphrons en parallèle fonctionnent pour expliquer le fonctionnement du rein. Donc tout d'abord, il y a un phénomène de filtration, c'est-à-dire que des molécules vont passer des capillaires qui sont dans les glomérules pour rentrer à l'intérieur de la capsule de Bowman, et la barrière de filtration est donc formée par la paroi du capillaire et la paroi de la capsule. Donc suite à cette filtration, qui laisse passer la plupart des molécules, sauf certaines protéines et des grosses molécules, se forme l'urine primitive, qui est formée d'eau, d'ions. Par exemple, l'ion sodium et le glucose sont concentrés de la même manière dans le sang que dans l'urine primitive, donc il n'y a pas vraiment de barrière très sélective pour ces ions, par contre c'est sélectif pour les protéines. Cette urine primitive va se déplacer dans le tubule, qui est au contact de capillaires péritubulaires. Et au cours de ce déplacement, des échanges vont s'établir entre les capillaires péritubulaires et le tubule, donc entre l'urine qui circule à l'intérieur du tubule et le sang qui circule à l'intérieur des capillaires péritubulaires. Donc notamment, il va y avoir un phénomène de réabsorption tubulaire qui va permettre de réabsorber de l'eau, beaucoup d'eau, des ions, du glucose, de l'urée. Et il va y avoir des phénomènes de sécrétion, c'est-à-dire que des molécules qui n'étaient pas assez concentrées dans l'urine primitive vont être concentrées davantage, comme les ions ammonium, ce qui va permettre d'augmenter leur quantité dans l'urine définitive. Et donc, comme il y a une réabsorption de l'eau, les molécules qui vont rester présentes dans l'urine définitive vont être plus concentrées, ce qui va permettre de faire une excrétion urinaire avec un faible volume d'eau, une plus petite perte d'eau, donc ce qui est une adaptation au milieu terrestre, parce qu'on limite quand même la perte d'eau dans un milieu qui est desséchant. Pour terminer cette partie généralité, je voudrais revenir sur les adaptations structurales des néphrons à ces modes de fonctionnement. Donc tout d'abord, le rein et les néphrons sont des structures qui vont filtrer le sang. Donc il y a une irrigation très importante du rein. On estime qu'environ 180 litres de sang sont filtrés par jour. Donc, ce qui ne correspond pas à la formation de 180 litres d'urine. Attention, c'est la quantité de sang qui est filtrée, sachant qu'il n'y en a que 10% qui va se transformer en urine primitive. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'échanges entre les capillaires péritubulaires et la lumière du tubule. Et donc si l'on regarde des coupes de tubules que vous avez sur la photo, vous voyez que tous ces tubules sont bordés par un épithélium simple qui est cubique. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule couche à franchir. Et donc les molécules vont passer uniquement à travers la paroi des capillaires qui est très fine et cette unique couche de cellules. Et ensuite, on peut constater qu'il y a beaucoup de capillaires péritubulaires entre chaque tubule, donc il y a une forte vascularisation qui va faciliter les échanges entre le sang et la lumière du tubule pour le remaniement de l'urine primitive en urine définitive. Alors après, dans la prochaine diapositive, nous allons voir qu'au niveau du tube contourné proximal, c'est-à-dire la première partie du tubule, les cellules du tubule contiennent des microvillosités qui sont représentées ici, ça fait un sorte de feutrage rouge vers l'intérieur, vers la lumière. Ça fait des petits poils rouges. Et donc ces microvillosités, je vous rappelle que ce sont des replis de la membrane plasmique qui permettent d'augmenter la surface d'échange et donc de faciliter les échanges entre la lumière du tubule et le sang des capillaires péritubulaires. Et enfin, donc la plupart de ces mécanismes de réabsorption d'ions et de sécrétion d'ions sont des transports actifs qui nécessitent donc de l'ATP. Et donc on constate qu'il y a beaucoup de mitochondries présentes dans les cellules du tubule. Voici un zoom sur une coupe transversale de tube contourné proximal. Vous pouvez voir cette fois-ci que les microvillosités sont représentées en bleu. Et j'ai représenté également la lame basale par des pointillés rouges. Donc si l'on zoome après sur une des cellules qui constituent cet épithélium, on voit que c'est une cellule qui a une forme cubique, donc c'est le schéma que vous avez sur la droite. Et ces cellules contiennent donc des replis vers la lumière du tubule, les microvillosités qui vont augmenter la surface d'échange. Mais elle contient également des replis au niveau du pôle basal
qui contient notamment beaucoup de mitochondries qui vont servir à réaliser les transports actifs. Et donc j'ai représenté par des flèches le sens de déplacement des molécules. Donc lorsqu'il y a réabsorption, c'est quand les molécules passent de la lumière du tubule vers les capillaires péritubulaires. Et lorsqu'il y a sécrétion, c'est quand les molécules passent des capillaires péritubulaires pour aller dans la lumière du tubule. Donc à chaque fois, c'est à travers ces cellules de la paroi des tubules qui vont réaliser un filtre et qui vont contrôler quelles sont les substances qui passent ou qui ne passent pas. Donc désormais, nous allons reprendre chacune des fonctions du rein. Donc, c'est-à-dire la filtration glomérulaire, et dans le dernier diaporama, nous verrons la réabsorption et la sécrétion tubulaire et comment celles-ci sont régulées par les hormones pour s'adapter en fait aux apports quotidiens en eau et en ions. Alors, tout d'abord, la filtration glomérulaire. Donc la filtration glomérulaire, je vous rappelle que c'est le passage sélectif des molécules qui sont présentes dans le sang pour former l'urine primitive qui sera présente dans la capsule. Donc cette filtration, elle se fait à travers une passoire, un filtre qui est formé de 2 couches, la paroi des capillaires glomérulaires et la paroi de la capsule. Alors si on regarde au niveau des corpuscules, c'est-à-dire l'association des glomérules et de la capsule, on voit que les cellules de la paroi de la capsule sont intimement liées aux capillaires. Elles vont venir s'envelopper, ce que vous avez à droite, comme des chaussettes autour des capillaires, pour former en fait 2 couches qui sont bien collées l'une à l'autre. Donc ces cellules de la paroi de la capsule, donc ce sont des cellules épithéliales qui vont émettre des petits prolongements qu'on va appeler des pieds, des podocytes, qui vont venir s'enchevêtrer les uns avec les autres et envelopper complètement le capillaire. Donc une molécule qui est située à l'intérieur des capillaires va donc devoir traverser la paroi des capillaires, mais également donc les podocytes qui viennent entourer vraiment le capillaire pour vraiment réaliser un filtre homogène autour des capillaires. Alors si l'on résume et que l'on regarde maintenant en coupe les différentes parties du filtre, on peut constater que ce filtre il est formé de 3 couches. La couche la plus évidente, c'est la barrière constituée par la paroi du capillaire. Donc c'est l'intima, je vous rappelle que les capillaires sont limités à l'intima, ils n'ont pas de média et d'adventice. Et donc vous avez une photo en haut des capillaires et vous pouvez voir, donc on est à l'intérieur du capillaire, que cette paroi elle est percée de petits trous. Donc c'est relativement facile pour les molécules de passer à travers cette intima grâce à ces pores, ces trous qu'on appelle des fenestrations. Donc l'autre couche, ce sont les podocytes qui viennent envelopper les capillaires. Mais l'épithélium du capillaire et les podocytes forment aussi un épithélium. Donc tous les épithéliums, on sait qu'ils sont limités et ils reposent sur une lame basale. Donc finalement, on va également trouver une lame basale qui est commune en fait à la fois à l'épithélium des capillaires et à l'épithélium formé par les podocytes. Et cette lame basale, c'est une couche qui, elle, va être continue, qui est beaucoup plus sélective. Donc c'est celle qui est représentée en gris sur la photo. Et ensuite, donc, on trouve les podocytes. Donc les podocytes, on a vu qu'ils formaient en fait des petits pieds qui viennent s'invaginer les uns avec les autres. Mais donc il y a des espaces entre les pieds. Vous imaginez que vous mettez vos mains avec les doigts qui sont collés l'un contre l'autre. Vous avez des petits espaces entre vos doigts. Et en fait, ces espaces, c'est ce qu'on appelle les fentes de filtration. Et finalement, les molécules, c'est à ce niveau-là qu'elles vont réussir à passer le plus facilement. Donc une molécule qui est présente dans le plasma va d'abord passer par les fenestrations de la paroi du capillaire. Ensuite, elle devra passer à travers la membrane basale, qui est le filtre le plus difficile à passer. Et ensuite, elle passe entre les différents pieds des podocytes, donc ce qu'on appelle les fentes de filtration. Et elle se retrouve donc dans la lumière de la capsule pour donc participer à la composition de l'urine primitive. Finalement, les différentes molécules qui parviennent à traverser ces 3 couches qui constituent donc la barrière de filtration glomérulaire vont constituer l'urine primitive qui est présente donc dans la chambre glomérulaire. Donc la chambre glomérulaire, c'est aussi ce qu'on appelle la lumière de la capsule de Bowman et c'est aussi ce qu'on appelle la chambre de filtration ou la chambre de la capsule rénale. Il y a plein de synonymes. Quelles sont les propriétés de cette barrière de filtration, de ce filtre ? Vous avez ici un petit graphe qui représente le passage des molécules à travers la barrière en fonction de son diamètre et de sa charge. Donc c'est des expériences qui ont été menées avec des billes qui sont chargées soit négativement, soit positivement, soit qui sont neutres et qui sont de diamètre plus ou moins grand. Donc quand on indique 1, ça veut dire que la molécule passe librement
du sang vers l'urine primitive. Quand on indique 0, c'est que la molécule ne passe pas dans l'urine primitive et reste dans le sang. De manière assez logique, vous voyez que plus on augmente le diamètre en abscisse des différentes billes, moins elles sont capables de passer librement à travers la barrière du filtre. Et vous constatez également que le passage des molécules est plus facile si les molécules sont chargées positivement, donc c'est la courbe qui est en verte, ou si elles sont neutres, que si les molécules sont chargées négativement, c'est la courbe qui est en bleu. Donc ça, c'est lié au fait que le filtre contient, en fait, de par la nature chimique, des charges négatives, notamment au niveau de la membrane basale. Et ces charges négatives vont donc repousser les molécules qui sont chargées négativement. Alors, il faut quand même noter que certains ions, notamment les ions chlorure, arrivent à traverser le filtre parce que la force de filtration est suffisante pour arriver à les faire passer. Mais ils passent quand même moins facilement que des ions qui sont chargés positivement, qui ne sont pas repoussés par ces charges négatives du filtre. Donc, pour résumer, ce filtre laisse passer les molécules, notamment en fonction de leur charge. Les molécules chargées positivement passent plus facilement le filtre que les molécules chargées négativement. Et en fonction de leur taille, plus une molécule est grosse, moins elle passe facilement à travers la barrière. Et donc, d'après ce tableau, on voit que si la molécule fait moins de 1,8 nanomètres, alors la molécule passe librement à travers la barrière de filtration. Alors maintenant, voyons la composition de l'urine primitive qui est formée à l'issue de cette filtration. Comme nous l'avons vu dans le tableau tout à l'heure, la plupart des molécules passent librement à travers la barrière. Donc finalement, la composition du sang et celle de l'urine sont relativement proches, sauf que l'urine primitive ne va pas contenir certaines molécules qui n'ont pas réussi à passer le filtre, mais ça représente peu de molécules. Donc il n'y aura pas de protéines, de grosses molécules comme de gros lipides. Les cellules également n'arrivent pas à traverser la paroi de la filtration glomérulaire, donc l'urine est dépourvue de cellules sanguines. Donc pour résumer, la composition de l'urine primitive est une composition proche de celle du sang, mais il n'y a pas de cellules, ni de globules rouges, ni de globules blancs. Il y a peu de protéines, que des petites protéines. Le tableau n'est pas très juste par rapport à ça, on pourrait quand même doser quelques petites protéines dans l'urine. Et il y a peu de lipides, en tout cas les gros lipides n'arrivent pas à traverser cette barrière. Donc toutes les petites molécules même chargées, comme l'eau, le glucose, l'urée, les ions, même des ions chlorure, les petits acides aminés qui sont présents dans le sang se retrouvent dans l'urine primitive. Dans cette dernière partie du diaporama, je voudrais aborder les forces qui sont mises en jeu, qui sont à l'origine de cette filtration glomérulaire. On parle également d'ultrafiltration puisque ça se fait à une échelle microscopique. Donc là, plus précisément, on va parler des pressions qui sont mises en jeu, puisque des pressions, ce sont des forces par unité de surface qui sont plus utilisées en physiologie. Donc il y a plusieurs forces qui sont mises en jeu, et souvent j'utilise en fait l'image du métro. Donc imaginez que vous avez envie de rentrer dans le métro, donc vous êtes sur le quai c'est le sang, et le métro, la rame de métro, ça correspond à la capsule. Donc quand vous êtes à une heure de pointe, il y a beaucoup de monde sur le quai et lorsque la rame de métro va s'ouvrir, en fait, vous allez être poussé par l'arrière par les personnes qui veulent également rentrer, qui sont derrière vous. Et donc, il va y avoir une force qui va vous faciliter en fait la sortie du quai et vous faire rentrer dans la rame. Donc cette force, c'est une force qui facilite la formation de l'urine primitive si on utilise l'analogie. Donc cette force qui tend à faire rentrer l'urine primitive à l'intérieur de la capsule, enfin le sang à l'intérieur de la capsule pour former l'urine primitive, c'est ce qu'on appelle la pression sanguine tout simplement. Le sang exerce une force sur la paroi des capillaires, une force radiale, c'est-à-dire comprime la paroi des capillaires. D'ailleurs s'il y avait une fuite, l'eau sortirait puisque le sang est sous pression grâce au cœur. Et donc s'il a des trous, au niveau des fenestrations, le sang peut sortir grâce à cette force exercée qui a été générée par la pompe cardiaque. Donc c'est ce qu'on appelle la pression hydrostatique glomérulaire ou capillaire, puisque les capillaires sont des capillaires glomérulaires. Hydrostatique parce que c'est lié à la quantité d'eau qui est présente dans les capillaires. Plus vous allez avoir de l'eau à l'intérieur de votre sang, donc dans les capillaires, et plus la pression sera importante. Donc c'est une force qui tend à favoriser la formation de l'urine primitive en faisant sortir le sang des capillaires. Mais on peut imaginer par exemple que votre rame de métro est complète. Donc vouloir rentrer à l'intérieur de la rame de métro va être difficile.
Et donc là, c'est exactement ce qui se passe avec l'urine primitive. De l'urine primitive a déjà été formée par filtration du sang quelques secondes auparavant. Et donc, avant que l'urine soit déplacée à l'intérieur du tubule, une partie d'urine primitive s'accumule dans la lumière de la capsule. Et donc, ceci va empêcher en fait la formation à nouveau d'urine primitive puisque la capsule est déjà pleine. Donc c'est les personnes qui sont dans la rame de métro qui vont vous empêcher de rentrer s'ils sont déjà super serrés. Donc cette force qui s'oppose à la formation de l'urine primitive, qui est liée à l'accumulation d'urine primitive précédente dans la capsule, c'est ce qu'on appelle la pression hydrostatique capsulaire. Donc c'est lié à la présence d'un certain volume d'urine primitive dans la capsule et qui empêche en fait l'arrivée à nouveau d'urine primitive dans la capsule qui est déjà pleine. Donc plus il va y avoir d'urine primitive qui va s'accumuler, plus le volume va être important dans la capsule, plus cette force qui empêche la formation à nouveau d'urine primitive va être importante. Et puis il y a une troisième force qui se rajoute, qui est la force d'attraction des protéines, qui va en fait garder l'eau finalement à l'intérieur des capillaires. Donc on a vu que l'eau se déplaçait du milieu où l'osmolarité était la plus faible vers le milieu où l'osmolarité est la plus forte. Et les protéines, ce sont des particules qui sont osmotiquement actives, qui sont capables d'attirer l'eau, ou autrement dit de maintenir l'eau en fait liée à elle par des interactions électrostatiques. Et donc les protéines, on a vu qu'elles restaient dans les capillaires et qu'elles ne sont pas capables de passer dans la lumière dans la capsule. Donc ces protéines vont avoir tendance à retenir l'eau et s'opposer à la formation d'urine primitive et donc au flux d'eau qui permet la formation d'urine primitive. Alors si on utilise une analogie, c'est comme si vous aviez une personne qui est sur le quai, qui tient à vous et qui vous empêche en fait de rentrer dans la rame de métro et qui donc s'oppose à la formation d'urine primitive. Résumons de manière plus scientifique les différentes notions que je viens d'aborder dans cette diapositive d'analogie. Donc la pression de filtration nette, c'est la force par unité de surface qui permet au sang de sortir des capillaires glomérulaires pour aller vers la chambre de filtration et former donc l'urine primitive. Donc cette pression de filtration nette, elle résulte de en fait 3 pressions. La première pression, c'est la pression hydrostatique capillaire, ou autrement dit la pression sanguine qui règne dans les capillaires. Et c'est la pression qu'exerce le sang sur la paroi du capillaire et qui tend à faire sortir le sang des capillaires pour former l'urine primitive. Donc c'est une force qui favorise la formation de l'urine primitive. 2 autres forces vont s'opposer à cette formation de l'urine primitive par la pression sanguine. Tout d'abord, la pression hydrostatique capsulaire. C'est la pression qui exerce l'urine primitive sur la paroi de la capsule et qui s'oppose à la sortie du sang du capillaire puisque la capsule est déjà pleine. Donc c'est la rame de métro qui est déjà pleine. Et enfin, la dernière pression qui s'oppose à la formation de l'urine, c'est la pression osmotique des protéines. Donc la pression osmotique, c'est une force d'attraction de l'eau par les protéines qui sont présentes dans le plasma et qui n'ont pas réussi à traverser la barrière de filtration. Et donc cette force d'attraction finalement s'oppose à la sortie du sang du capillaire et s'oppose à la formation de l'urine primitive. De manière mathématique, nous pouvons exprimer la pression de filtration glomérulaire par cette formule toute simple. Donc la pression de filtration nette, c'est la pression sanguine, donc la pression hydrostatique glomérulaire ou capillaire, c'est la même chose, moins les 2 forces qui s'opposent à la formation de l'urine, c'est-à-dire la pression hydrostatique capsulaire, la pression qu'exerce l'urine sur la paroi de la capsule, et on retranche également la pression osmotique glomérulaire, qui est la pression exercée par les protéines, qui est une force d'attraction du sang à l'intérieur des capillaires qui empêche en fait la sortie du sang. Donc on peut mesurer les différentes pressions. Donc la pression hydrostatique glomérulaire est d'environ 55 mm de mercure, la pression hydrostatique capsulaire est d'environ 30 mm de mercure et la pression oncotique ou osmotique, c'est la même chose, glomérulaire est d'environ 15 mm de mercure. Ce qui donne une pression finale de 10 mm de mercure qui est bien positive, ce qui veut bien dire que le sang va s'écouler de la lumière des capillaires vers la capsule pour former de l'urine primitive. Dans cette dernière diapositive, je voudrais revenir sur la définition du débit de filtration glomérulaire.
Le débit de filtration glomérulaire, c'est un débit, donc c'est un volume par unité de temps. Et c'est le volume d'urine primitive qui va être formé par unité de temps dans tous les néphrons qui fonctionnent simultanément dans l'ensemble du rein. On estime que 1,2 litre de sang est filtré par minute, et sur ces 1,2 litres, une partie seulement va passer dans la capsule, dans les différentes capsules des néphrons, et former de l'urine primitive. On estime qu'environ 10% du sang qui est filtré se transforme en urine primitive, environ donc 120 à 125 ml par minute formés dans les conditions de base physiologiques. Seule une partie de ce volume sera éliminée ensuite dans la vessie, puisque on a pu par des expériences montrer qu'on éliminait environ 1 ml d'urine définitive par minute, ce qui veut dire que 119 ml ont été réabsorbés au cours des trajets dans le tubule. Le débit de sang filtré, c'est donc 1,2 litre par minute, et c'est différent du débit de filtration glomérulaire qui correspond au volume d'urine primitive formée. D'abord, grand 3, petit 3, la réabsorption tubulaire. Revenons sur le tableau que nous avons vu initialement sur les principes généraux de fonctionnement du rein et des néphrons. Nous avons vu que les ions comme l'ion sodium et certaines molécules comme le glucose et l'urée sont réabsorbés au cours de leur trajet dans le tubule, c'est-à-dire qu'ils vont être filtrés, passer à travers la barrière du filtre et rentrer dans l'urine primitive, et on en retrouve moins dans l'urine définitive. Donc ça, c'est ce que vous pouvez voir en regardant les quantités qui sont filtrées et les quantités qui sont excrétées. La quantité qui est filtrée, c'est la quantité qui est présente dans l'urine primitive, et la quantité qui est excrétée, c'est la quantité qui est présente dans l'urine définitive. Et vous voyez que donc ces ions sont en moins grande quantité dans l'urine qui va être excrétée définitive que l'urine initialement formée par filtration du sang. Donc il se produit une réabsorption, et si l'on fait des petits calculs que nous ferons en TD qui sont simples, on peut montrer qu'il y a à peu près 90% des ions Na+, qui sont réabsorbés, et si l'on avait aussi la composition en ions chlorure, calcium et hydrogénocarbonate, on verrait que c'est à peu près les mêmes proportions. Alors ensuite, on peut estimer la quantité d'eau qui est réabsorbée. Le débit d'urine primitive qui est formé, c'est-à-dire le débit de filtration glomérulaire, je vous renvoie au deuxième diaporama, est d'environ 120 ml par minute. Par contre, si on mesure le débit d'urine définitive qui arrive à la vessie, il n'y a que 1 ml par minute qui est formé. Donc cela veut dire qu'il y a 119 ml par minute d'eau qui sont réabsorbées au cours du trajet du tubule, ce qui permet donc de concentrer l'urine. Donc ça, c'est dans le cas où on a une hydratation qui est faible. Si jamais vous buvez beaucoup d'eau, le pourcentage de réabsorption de l'eau peut être plus faible, de telle sorte que plus d'eau soit éliminée dans la vessie pour équilibrer la balance hydrique. Si on regarde également les molécules organiques, comme le glucose est absent de l'urine définitive, donc cela montre qu'il est complètement réabsorbé. Et si on avait un document avec les acides aminés, on pourrait remontrer que les acides aminés sont également complètement réabsorbés. Alors ça marche si le glucose et les acides aminés sont concentrés dans le sang avec une concentration physiologique. Mais par contre, chez les diabétiques, il y a beaucoup de glucose dans le sang, et donc une partie ne va pas être réabsorbée, ce qui permet de doser du glucose dans les urines. Donc ceci est un indice du caractère diabétique de la personne. Donc nous pouvons illustrer cette notion avec ce petit graphique qui représente le débit de glucose qui est éliminé dans l'urine définitive et le débit de glucose qui est présent dans l'urine primitive en fonction de la glycémie, c'est-à-dire de la concentration en glucose dans le sang qui est en abscisse. Donc si l'on regarde pour des glycémies qui sont inférieures à 10 mmol par litre, on constate que du glucose est dosé dans l'urine primitive. Et plus il y a de glucose dans le sang, plus il y a de glucose dans l'urine primitive. Donc le débit de glucose, c'est un nombre de moles par litre ou par unité de volume qui est formé. Donc plus il y a de glucose dans le sang, plus il y a de glucose dans l'urine primitive, donc dans la capsule de Bowman. Par contre, dans l'urine définitive, on ne retrouve pas de glucose. Donc ça veut dire que le glucose, pour ses concentrations en sucre inférieures à 10 mmol par litre dans le sang, donc le glucose est réabsorbé entièrement et on n'en trouve pas dans l'urine définitive. Par contre, au-delà de 10 mmol par litre, vous constatez qu'il y a du glucose dans l'urine primitive qui est toujours en quantité proportionnelle à la concentration de glucose qu'il y a dans le sang. Mais en plus, on en retrouve dans l'urine définitive et de manière également proportionnelle à la quantité qu'on retrouve dans le sang. Donc à partir d'une certaine concentration, le rein n'arrive plus à réabsorber complètement le glucose qui est présent.
Et une partie va donc être éliminée dans l'urine définitive par l'intermédiaire de l'urètre. Elle va se retrouver donc dans les urines que l'on peut doser. Donc, que montre ce document? Ce document montre que, à partir d'une certaine concentration, la réabsorption du glucose ne peut plus se faire entièrement. Donc ça veut dire qu'il existe en fait un mécanisme qui est saturé, qui n'arrive pas à réabsorber le glucose une fois qu'une concentration maximale est dépassée. Ça prouve qu'il y a des transporteurs moléculaires, c'est-à-dire des protéines qui sont sur la membrane du tubule, qui sont présentes mais en quantité fixe et limitée. Ce qui veut dire qu'elles vont prendre en charge une concentration de glucose maximale et au-delà, le glucose ne pourra pas être réabsorbé et se retrouvera dans l'urine définitive. Donc lorsque la glycémie dépasse le seuil de 10-12 mmol par litre pour la concentration dans le sang, ces transporteurs sont tous utilisés et donc la capacité maximale de réabsorption est atteinte. Désormais, nous allons voir à quel endroit du tubule se produisent les différentes réabsorptions d'eau et d'ions. Et ce qu'il faudra bien distinguer, ce sont les réabsorptions qui sont obligatoires, c'est-à-dire non régulables, qui ne peuvent pas être modifiées par les hormones en fonction de l'état de déshydratation, et les distinguer des réabsorptions qui peuvent être régulées par les hormones. Donc je vous rappelle que le tubule est formé de 3 parties, le tubule contourné proximal, qui est juste à la sortie de la capsule de Baumol, la anse de Henle, avec sa branche ascendante et sa branche descendante, et le tubule contourné distal qui se jette dans le tube collecteur. Donc au niveau du tube contourné proximal, tout d'abord, en fait, il faut savoir que c'est la zone la plus active de la réabsorption. Donc les molécules vont passer de l'urine primitive vers le sang des capillaires péritubulaires, ce qui va permettre d'appauvrir l'urine primitive en ces molécules. Donc on estime qu'environ 70% de l'eau, du Na+, et des ions chlorure sont réabsorbés au niveau de cette partie du tubule. Et cette réabsorption se fait dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régulation possible en fonction des conditions de déshydratation. On parle de réabsorption obligatoire de l'eau et des ions. Donc on ne peut pas réguler la quantité d'urine qui est formée à ce niveau, le volume d'urine qui est formé à ce niveau, puisque l'eau sera réabsorbée quoi qu'il en soit de la même manière chez une personne qui est déshydratée ou une personne qui est bien hydratée. Donc la réabsorption se fait essentiellement par des transporteurs. Nous avons vu qu'il y avait 2 voies de transport des ions, les transports passifs qui se font dans le sens du gradient et des transports actifs qui se font dans le sens inverse du gradient. Pour certaines molécules, il s'agit de transports passifs. Si vous regardez le graphe, la réabsorption de l'urée, c'est une flèche bleue, la réabsorption de l'eau se fait de manière passive grâce donc à ce gradient de concentration. Et pour certaines molécules, en fait, la réabsorption va être active. C'est le cas notamment du glucose, des acides aminés, et c'est un transport actif secondaire. Pourquoi? Puisque ça va utiliser en fait le transport de Na+ comme moteur. Donc le gradient de Na+ est mis en place par la pompe NAK-ATPase. Donc cette pompe va expulser en permanence le Na+ de la cellule du tubule, ce qui fait que le Na+ sera plus concentré dans le milieu extracellulaire que dans l'intérieur de la cellule. Et donc le Na+ a un gradient de concentration qui favorise son entrée à l'intérieur de la cellule. Le glucose et les acides aminés vont utiliser cette force, en fait c'est une sorte de force des ions Na+, qui ont tendance à rentrer, pour rentrer dans la cellule, là où ils sont en fait plus concentrés. Donc ils vont rentrer dans un milieu qui est plus concentré, donc à l'inverse de leur gradient. Donc ce gradient de Na+, il va être utilisé par des transporteurs qui sont saturables, on appelle ça des cotransporteurs, qui transportent à la fois le Na+ dans le sens du gradient et le glucose ou les acides aminés, c'est soit l'un soit l'autre, dans le sens contraire de son gradient. Et donc ça c'est ce qu'on appelle un transport actif secondaire. Le transport actif primaire c'est la pompe NAK-ATPase qui utilise l'énergie de l'ATP pour créer le gradient de Na+, et le transport actif secondaire c'est un cotransporteur qui utilise ce gradient de Na+ qui a été créé pour faire entrer le glucose contre son gradient de concentration. Et après le glucose, une fois qu'il est dans la cellule du tubule, il va sortir par d'autres transporteurs pour rejoindre les capillaires péritubulaires et se retrouver dans le sang. Et ça c'est un transport passif puisque le glucose est plus concentré à l'intérieur de la cellule que dans le milieu extérieur et les capillaires péritubulaires. En ce qui concerne la réabsorption d'eau se fait en utilisant également ce moteur de transport du Na+. Le Na+ se concentre dans le milieu extracellulaire et dans les capillaires péritubulaires
ce qui va permettre d'augmenter légèrement l'osmolarité dans le milieu extracellulaire par rapport au milieu de l'urine et le milieu intracellulaire. Ce qui fait que l'eau va diffuser du milieu où l'osmolarité est la plus faible vers le milieu où l'osmolarité est la plus forte, donc à savoir dans les capillaires péritubulaires. On dit donc que l'eau suit le Na+. Comme cette réabsorption de l'eau ne peut pas être régulée, on parle d'une réabsorption obligatoire de l'eau, où on dit également que l'eau suit obligatoirement le Na+. Voyons maintenant ce qui se produit au niveau de l'anse de Henle. Dans le tube contourné proximal, l'eau et les ions Na+ sont réabsorbés au même moment. Et l'ion Na+ est un moteur à la réabsorption de l'eau. Dans l'anse de Henle, l'ion Na+ va être réabsorbé dans une zone différente de la zone de réabsorption de l'eau, mais reste toujours le moteur, enfin un des moteurs de la réabsorption de l'eau. Donc il y a en fait deux parties dans l'anse de Henle, il y a la partie descendante et la partie ascendante. La partie ascendante, tout d'abord, elle est imperméable à l'eau puisqu'elle ne contient pas les aquaporines qui sont les molécules qui vont permettre à l'eau de passer de la lumière du tubule, donc de l'urine, à travers les cellules du tubule vers les capillaires tubulaires. Je vous rappelle que les aquaporines, c'est des petits pores à eau qui sont spécifiques à l'eau. Par contre, cette partie, elle est perméable au sel et elle va permettre donc de réabsorber les ions Na+ et Cl- qui vont rejoindre les capillaires péritubulaires. Mais en rejoignant les capillaires péritubulaires, ils passent d'abord dans le liquide interstitiel et ils vont légèrement augmenter l'osmolarité de la médula dans lequel on trouve la anse de Henle, ce qui va créer un moteur de la réabsorption de l'eau. Mais cette réabsorption de l'eau, elle va être découplée spatialement puisqu'elle va se faire au niveau de la partie descendante de l'anse de Henle qui est perméable à l'eau, qui contient des aquaporines mais qui est imperméable au sel. Cette réabsorption de l'eau, elle est passive, elle se fait par osmose, puisque l'osmolarité du liquide interstitiel va être légèrement plus élevée que l'osmolarité de l'urine et des cellules du tubule. Donc l'eau va naturellement passer de l'urine vers le liquide interstitiel et ensuite rejoindre les capillaires péritubulaires qui circulent le long de l'anse de Henle. Donc ici, il n'y a pas non plus de régulation de la réabsorption d'eau. La réabsorption de l'eau se fera obligatoirement. Simplement, elle ne se fait pas au même endroit que la réabsorption des ions Na+. Donc quel que soit l'état de déshydratation de l'organisme, la réabsorption de l'eau et donc le volume d'urine définitive qui sera formé à la fin de la anse de Henle sera le même. Nous arrivons maintenant dans la partie distale du tube contourné. Au niveau de cette partie, finalement c'est très proche du tube contourné proximal. Il y a réabsorption du Na+, et de l'eau conjointement, donc simultanément. Donc l'eau va suivre le Na+, qui est réabsorbé. Et nous verrons dans la quatrième partie qu'au niveau de cette partie du tubule, la réabsorption des ions Na+, peut être plus ou moins importante en fonction des conditions de déshydratation de l'organisme, ce qui va permettre de réguler la quantité d'eau qui est réabsorbée, donc le volume d'eau qui va rester dans l'urine définitive et qui sera éliminé vers la vessie. Donc nous allons aller un peu plus en détail dans la quatrième partie. En ce qui concerne le tube collecteur est également une zone de réabsorption de l'eau grâce à des aquaporines, et nous verrons également que c'est à ce niveau que le volume d'urine définitive peut également être régulé grâce à une hormone qui est l'hormone antidiurétique qui peut réguler le volume d'urine qui va être éliminé dans la fin du tube collecteur. Dernière partie sur le fonctionnement du néphron, je voudrais revenir sur le mécanisme de sécrétion tubulaire. Nous allons aller beaucoup moins dans le détail, il y aura juste une diapositive. Donc la sécrétion tubulaire se produit essentiellement dans le tube contourné proximal et le tube contourné distal. Donc je vous rappelle que c'est le passage de molécules des capillaires péritubulaires vers la lumière du tubule pour augmenter la quantité de ces molécules dans l'urine définitive par rapport à leur quantité dans l'urine primitive. Donc ça permet de concentrer des molécules qui ne sont pas suffisamment passées à travers la barrière du filtre et qu'il faut éliminer davantage. Donc ça concerne certains médicaments, des polluants, mais également des ions ammonium, qui sont notamment des résidus de dégradation des protéines, des ions K+, en excès par exemple, les ions H+, qui va permettre de réguler le pH du sang. S'il y a trop d'acidité dans le sang, les ions H+, peuvent être sécrétés dans l'urine pour éliminer des protons.
donc des OH+. Et certaines molécules comme la créatinine peuvent également être sécrétées. La créatinine, c'est un déchet du fonctionnement musculaire. Donc voilà uniquement ce que je voulais vous dire sur ces mécanismes de sécrétion. Vous irez peut-être plus dans le détail plus tard dans vos études. Pour terminer ce chapitre sur le rein, nous allons maintenant voir comment l'absorption de l'eau et des ions sont régulés par les hormones pour adapter en fait la quantité d'urine à la quantité d'eau qui a été absorbée au quotidien par la boisson, les aliments. Donc dans un premier temps, nous allons étudier la régulation de la réabsorption de l'eau par une hormone qui est l'hormone antidiurétique. Donc je vous ai mis en haut en fait des petits pots de collecte d'urine. Vous avez tous constaté qu'en fonction de la quantité d'eau que vous buvez au quotidien, la couleur de l'urine est modifiée. Donc si vous buvez beaucoup et que vous avez peu mangé, l'urine est peu concentrée. Et en général, il y a un grand volume d'urine qui est formé et donc votre urine est peu colorée. Par contre, si vous buvez très peu, il va y avoir une concentration de l'urine qui se produit avec donc un volume d'urine faible qui va être éliminé par la vessie et donc l'urine sera très colorée. Comment se fait-il donc qu'on puisse adapter en fait ces volumes et ces concentrations d'urine en fonction de l'apport quotidien en eau et en sel? Revenons tout d'abord sur quelques expériences qui ont été menées chez l'animal anesthésié. Donc dans un premier temps, on mesure le débit urinaire chez un animal en fonction du temps, un animal témoin. Donc c'est le graphe qui est localisé à gauche. Dans un second temps, on réalise la même expérience, on mesure le débit urinaire, c'est-à-dire le volume d'urine définitif qui est formé par minute, et on fait cela après une injection d'ADH, donc qui est l'hormone antidiurétique, ou des extraits de post-hypophyse, c'est-à-dire que l'on prélève la post-hypophyse, que l'on broie et que l'on injecte dans le sang de l'animal. Et vous pouvez constater que l'ADH ou les extraits de post-hypophyse diminuent le débit urinaire, la diurèse, c'est-à-dire le volume d'urine définitif qui a été formé. Cela veut dire qu'il y a moins d'eau qui est présente dans l'urine définitive. Donc, autrement dit, plus d'eau a été réabsorbée de l'urine primitive vers le sang, ce qui fait qu'il y a moins d'eau dans l'urine définitive formée chez cet animal. Au bout d'un certain temps, les effets de l'ADH ou de l'extrait de post-hypophyse s'atténuent, ce qui fait que le débit urinaire revient à des valeurs témoins d'environ 3 ml par minute. Donc pour conclure sur ce document, nous pouvons donc dire que dans l'hypophyse, il existe un facteur diffusible, qui serait peut-être l'ADH, qui diffuse dans le sang, donc ce serait une hormone, qui est capable d'induire une diminution du débit d'urine formé. Et comme le débit c'est un volume par unité de temps, donc ça permet de diminuer le volume d'urine qui est formé par minute. Étudions d'un peu plus près l'hormone antidiurétique. Donc l'hormone antidiurétique, c'est une hormone qui est sécrétée par la neurohypophyse, qui est une des parties de l'hypophyse. Donc dans l'hypophyse, on a la neuro ou la post-hypophyse, c'est la même chose, et l'adénohypophyse qui sécrète notamment la FSH, la LH que vous avez déjà étudié au lycée. Donc la neurohypophyse sécrète des neurohormones qui sont donc sécrétées par des neurones dans le sang. Ces molécules ont un statut intermédiaire entre le neurotransmetteur et l'hormone. Donc on parle de neurohormone. Donc c'est une hormone qui est peptidique, qui est formée de 9 acides aminés, relativement conservés dans le vivant. Et donc si l'on regarde en fait le taux d'ADH plasmatique en fonction de la déshydratation de l'organisme, on constate que plus il y a de déshydratation, c'est-à-dire plus le temps depuis la prise d'eau est important, plus le niveau d'ADH plasmatique est important. Donc l'ADH en fait serait une hormone qui détecte la déshydratation et qui serait sécrétée dans le sang par la neurohypophyse suite à la déshydratation et qui régulerait donc le volume d'urine formé en conséquence s'il y a une déshydratation. Cela veut dire que l'organisme manque d'eau et donc l'ADH permet d'éliminer moins d'eau par l'urine pour que de l'eau soit réabsorbée vers le sang afin de limiter les effets de la déshydratation. Donc des expériences ont été menées à l'échelle moléculaire pour étudier plus précisément l'effet de l'ADH ou l'AVP sur le graphe, c'est la même chose, sur la perméabilité à l'eau du tube collecteur. Donc le tube collecteur recueille l'urine formée par plusieurs néphrons et achemine l'urine qui est formée par les néphrons vers le bassinet qui ensuite amènera l'urine vers la vessie. Et on constate que dans les conditions de base, la perméabilité à l'eau du tube collecteur est très faible.
Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'eau qui est contenue dans le tube collecteur, donc dans l'urine, ne peut pas être réabsorbée et sera forcément éliminée vers la vessie. Par contre, quand on ajoute de l'AVP ou de l'hormone antidiurétique, on constate que la perméabilité à l'eau du tube collecteur augmente, ce qui veut dire que des aquaporines apparaissent dans le tube collecteur, ce qui permet au tube collecteur de laisser passer de l'eau à travers sa paroi pour que de l'eau soit réabsorbée vers les capillaires péritubulaires, donc vers le sang. Donc autrement dit, lorsqu'il y a de l'hormone antidiurétique, le tube collecteur peut réabsorber de l'eau grâce à une augmentation de sa perméabilité, ce qui fait que l'urine s'appauvrit en eau et l'eau rejoint le sang, ce qui permet de limiter en fait l'excrétion d'eau au niveau de l'urine. Donc pour résumer, nous avons vu que l'hormone antidiurétique est une hormone qui diminue la diurése, donc elle pourrait agir sur le rein. Donc pour tester cette hypothèse, la perméabilité à l'eau du tube collecteur rénal in vitro a été étudiée en réponse à l'hormone antidiurétique ou AVP. On constate que sans ADH, le tube collecteur est très peu perméable à l'eau, donc ça c'est dans les conditions de base. Et ensuite, lorsqu'il y a de l'ADH qui est produit en cas de déshydratation, l'ADH induit une augmentation de la perméabilité à l'eau du tube collecteur, ce qui veut dire que le tube collecteur est capable de laisser passer l'eau qui sort de l'urine pour rejoindre le sang. Et donc, ceci prouve que l'ADH est bien une hormone qui régule la diurèse en agissant plus précisément sur le tube collecteur et en favorisant la réabsorption de l'eau de l'urine vers le sang au niveau du tube collecteur. Alors, quels sont les stimuli qui induisent la sécrétion d'ADH par l'hypophyse et qui régulent donc la diurèse? Donc, il a été montré que la sécrétion d'ADH par la post-hypophyse est induite par une augmentation de l'osmolarité du plasma lors d'une déshydratation. Lorsque le plasma est déshydraté, le volume d'eau diminue dans le plasma, donc le volume de solvant, ce qui fait que les différentes molécules qui sont présentes dans le plasma, les ions, les molécules organiques, sont plus concentrées, les osmoles sont donc plus concentrées, ce qui induit une augmentation de l'osmolarité. Par exemple, on a dit que l'osmolarité de base était d'environ 290 milliosmoles par litre. Elle peut augmenter par exemple à 294 milliosmoles par litre et cette augmentation d'osmolarité est suffisante pour induire en fait la sécrétion d'ADH par la post-hypophyse. Donc ceci peut être prouvé également chez l'animal. Si l'on prend une solution qui est à environ à 290 milliosmoles par litre et que l'on injecte dans le plasma de l'animal, le débit urinaire de l'animal anesthésié restera le même. Par contre, si l'on injecte une solution qui est hyperosmotique au plasma, c'est-à-dire que par exemple on prend une solution qui est très concentrée en sel, qui est environ 400 milliosmoles par litre et on l'injecte dans le plasma de l'animal, on constate que le débit urinaire est diminué en conséquence, même si finalement on ne joue pas vraiment sur le volume de plasma puisque le volume va au contraire augmenter si l'on injecte une solution de liquide. Mais cette solution est hyperosmotique, donc la post-hypophyse va détecter l'augmentation de l'osmolarité du plasma, ce qui indiquera une sécrétion d'ADH qui va réguler la diurèse, notamment en jouant sur la perméabilité du tube collecteur. Nous arrivons sur les 3 diapositives bilan concernant l'hormone antidiurétique. Vous avez ici un petit graphique qui compare les sécrétions d'ADH dans des conditions de déshydratation ou d'hydratation normale. Lors d'une hydratation normale, le volume sanguin est suffisant, donc la pression qu'exerce le sang sur la paroi des vaisseaux et sur la paroi du cœur est suffisante, donc l'organisme détecte une pression normale. Ensuite, l'osmolarité du plasma est normale, d'environ 290 milliosmoles par litre. La post-hypophyse ne sécrète donc presque pas d'ADH. Lorsque l'ADH n'est pas présente dans l'organisme, la réabsorption de l'eau par le tubule collecteur ne se fait pas, ce qui fait que le volume d'urine définitif qui est éliminé est important, puisque peu d'eau retourne vers le sang au cours de son trajet dans le tube collecteur. Il y a donc une augmentation du volume d'urine qui est formé, et l'urine est donc peu concentrée, puisqu'il y a un grand volume de solvant qui est l'eau. Dans des conditions de déshydratation, l'organisme détecte cette déshydratation de 2 manières. D'une part, par l'augmentation de l'osmolarité du plasma puisqu'il y a moins de solvant. Et comme le volume de sang diminue légèrement, ceci induit une diminution de la pression sanguine dans les vaisseaux sanguins et dans le cœur, qui est détectée par la post-hypophyse. La post-hypophyse sécrète de l'ADH. L'ADH circule dans le sang jusqu'au rein.
Au niveau du tube collecteur, la présence d'ADH permet d'augmenter la réabsorption de l'eau qui passe donc de l'urine vers le sang. Le volume d'urine diminue donc, et donc on recueille un faible volume d'urine qui est en plus très concentré puisque les molécules d'ion et d'urée et éventuellement de glucose qui sont encore présentes dans l'urine pour être éliminées seront donc dissous dans un petit volume. L'urine sera donc plus concentrée. Donc lorsqu'il n'y a pas d'ADH, votre urine sera claire avec un grand volume, et lorsqu'il y a de l'ADH, votre volume d'urine sera faible et l'urine sera plus colorée. En regardant de plus près ce qui se passe au niveau du tube collecteur, voici un petit schéma bilan. S'il n'y a pas d'ADH sécrété, c'est-à-dire que si l'organisme n'est pas en condition de déshydratation ou d'augmentation de l'osmolarité du sang, l'eau est donc bloquée dans le tube collecteur. Donc initialement, si l'on regarde l'osmolarité en haut du tube collecteur de l'urine définitive arrive avec une osmolarité de 300 milliosmoles par litre. Elle descend dans le tube collecteur et aucune eau n'est réabsorbée. Donc le volume de solvant va rester le même, sachant qu'il n'y a pas de réabsorption d'ion. La concentration en osmole va donc rester identique et l'urine qui sera éliminée aura donc une même osmolarité d'environ 300 milliosmoles par litre, avec un grand volume. Donc là, votre urine sera de couleur relativement claire. Donc ça, c'est lié au fait que la paroi du tube reste imperméable à l'eau et donc l'urine s'écoule sans modification du volume d'eau qui est présent. Maintenant, si on se place dans une condition où il y a présence d'ADH dans le sang, donc suite à une déshydratation et une augmentation de l'osmolarité du sang, cette fois-ci, l'eau peut diffuser hors du tube collecteur grâce à la présence d'aquaporines qui ont été mis en place sur la paroi du tube collecteur. Et donc l'eau diffuse vers la lymphe interstitielle, puis retourne vers le sang pour limiter la déshydratation. Donc initialement, l'urine est présente avec une osmolarité de 300 milliosmoles par litre. Et comme de l'eau, donc du solvant, est retirée, les ions qui sont éliminés et les molécules qui sont éliminées dans l'urine se concentrent dans l'urine. Et au maximum, l'urine peut se concentrer 4 fois et atteindre une osmolarité d'environ 1200 milliosmoles par litre. Donc ça, c'est dans le cas d'une réabsorption d'eau maximale. Et donc l'urine sera donc de couleur très foncée avec un faible volume. Pour terminer ce cours sur le rein, je voulais revenir sur une autre hormone qui est l'aldostérone, qui régule également la réabsorption d'eau et d'ion Na+, au niveau du tubule. Donc on ira moins dans le détail que l'hormone antidiurétique, puisque nous n'avons pas le temps. Et ensuite, c'était surtout pour vous donner un exemple bien précis et savoir que d'autres hormones existent et régulent également le fonctionnement du rein. Alors l'aldostérone, c'est une hormone qui est de nature, cette fois-ci, lipophile, qui dérive du cholestérol. On appelle cela donc une hormone stéroïde. Elle est sécrétée par la cortico-surrénale. Je vous rappelle que la surrénale, c'est une glande qui est formée de 2 glandes qui sont collées, la cortico-surrénale qui est en périphérie, qui sécrète entre autres l'aldostérone, et la médulo-surrénale que nous avons déjà étudiée, qui sécrète l'adrénaline et la noradrénaline. Donc lorsque il y a une diminution de la pression sanguine, ce qui veut dire que ceci est interprété comme un signal de déshydratation, la pression sanguine va être détectée par la cortico-surrénale, ce qui va induire en fait une sécrétion de l'aldostérone. L'aldostérone est déplacée dans le sang où elle agit sur le rein. Mais au niveau du rein, elle va agir au niveau du tube contourné distal. Elle induit une réabsorption du Na+ au niveau du tube contourné distal. Et comme l'eau suit le Na+ dans cette partie-là, je vous renvoie à la partie réabsorption, plus d'eau va être réabsorbée, ce qui va permettre de réaugmenter le volume de sang et donc d'augmenter la pression sanguine pour rétablir la pression sanguine. Donc l'aldostérone, c'est une hormone qui intervient dans la boucle de régulation de la pression artérielle, des choses que vous verrez peut-être plus tard dans vos études. Pour résumer, l'action de l'aldostérone se fait au niveau du tube contourné distal, où de l'eau et des ions Na+ sont réabsorbés. Lorsque il y a présence d'aldostérone dans le sang, la réabsorption du Na+ et de l'eau est forte. Par contre, en absence d'aldostérone, la réabsorption de Na+ et d'eau est faible. Donc lorsqu'il y a de l'aldostérone, plus d'eau est réabsorbée, donc le volume d'urine diminue. Par contre, le volume de sang augmente, ce qui permet d'augmenter la pression sanguine, la pression artérielle. Le cours sur le rein est terminé.
Je vous laisse à nouveau avec quelques quiz pour vérifier votre compréhension de cette partie du chapitre au niveau de ce diaporama. Et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt!